Balado conscient, épisode 157. Podium 2024. Que pouvons-nous chanter et faire de plus? C'est vraiment un sujet difficile qu'on confronte aujourd'hui. La confrontation de la crise climatique, un problème tellement énorme. Puis le chant choral, comment ça peut même se parler. Puis j'espère qu'en écoutant nos histoires, il y aura peut-être un petit peu de quelque chose qu'on vous offre chacun qui vous serait utile, qui sera pensé après. C'est vraiment collectivement qu'on a l'impact le plus puissant. Et vous, les chorales, vous en êtes la métaphore la plus belle. C'est l'ensemble du chant individuel qui crée le côté grandiose de la chorale. Alors, bienvenue à un épisode spécial du Balado conscient qui présente un panel bilingue que j'ai modéré, intitulé « Une mise en voie de la crise écologique. Que pouvons-nous chanter et faire de plus ?» Ce panel a été enregistré le dimanche 19 mai 2024 dans le cadre de Podium 2024, le congrès et festival de chant choral Voix libre, esprit ouvert, organisé par Canada Chorale et l'Alliance chorale du Québec. L'événement a eu lieu à Kokadje, sur le territoire traditionnel non cédé des Kiangahaga, autrement connu sous le nom de Montréal. J'ai eu l'honneur de choisir les participantes de ce panel et de modérer la conversation. Vous allez entendre deux présentations en français. Les deux autres présentations en anglais se retrouvent sur l'épisode 178 du Conscient Podcast. Les deux panélistes en français sont Megan Chartrand et Sarah Fioravanti. Les deux présentations en anglais sont de Diantha Edmonds et Elise Nakarato. Et ne vous inquiétez pas, j'ai fait une transcription complète des deux émissions que vous trouverez dans les notes d'épisode. Alors j'avoue que le sujet de notre conversation ce dimanche après-midi était extrêmement sérieux, complexe et je dirais même existentiel. Mais j'ai rappelé aux congressistes que j'avais promis dans la note de programme quitter la conversation en ayant pris conscience de la réalité tout en fredonnant l'espoir. Mais comment fredonner l'espoir lorsque nous sommes confrontés à un effondrement sociétal imminent? J'ai demandé au groupe, et je me pose la question moi-même, comment la musique chorale ou le chant collectif peut-il aider? Et j'ai rappelé aux congressistes que la crise écologique, qu'il s'agisse du changement climatique, de la perte de biodiversité, des ravages du capitalisme extractif, etc., s'aggrave à un rythme effrayant, laissant de nombreuses personnes, y compris des artistes, des chanteurs, des chanteuses, ils se retrouvent désemparés, parfois démoralisés et même vivant dans le déni. Alors lorsque Megan Hila, la directrice générale de Canada Chorale, m'a demandé d'animer cette table ronde, j'étais très heureux de donner un coup de main pour parler, entre autres choses, de l'impact des nouvelles œuvres
sur des problématiques écologiques. Des stratégies visant à réduire l'empreinte de carbone des activités de musique chorale, par exemple des tournées. Et finalement, comment s'engager dans des actions politiques collectives accrues. Et j'avoue que j'admire beaucoup le leadership de Canada Chorale pour leur initiative. Et j'ai beaucoup appris en écoutant le travail artistique des congressistes et leurs stratégies innovantes. Le congrès dans son ensemble était assez fabuleux. Et il est bon de se rappeler que la communauté chorale canadienne a une longue histoire d'engagement et de prévoyance en matière de questions environnementales. Par exemple, pendant la première journée du congrès, Nicolas Fairbank a parlé de sujets environnementaux dans la musique chorale canadienne et de la longue liste de musique chorale qui existe déjà sur des thèmes environnementaux. J'ai aussi entendu la compositrice Katharina Gimmon, la poétesse Lauren Pete et le chef d'orchestre Elise Nakarato, qui ont présenté leur projet Unsung If the Earth Could Sing, un cycle choral inspiré par l'environnement. J'ai également entendu parler d'activités chorales qui explorent certaines des causes de la crise écologique, telles la colonisation et la déconnexion de la nature. Par exemple, le vendredi soir, j'ai pu entendre le concert Ashkenania, Songs of Peace, dont l'une de nos panélistes, Diantha Edmonds, était une soliste. Diantha était également soliste le samedi 18 mai avec sa composition Song of Wales, interprétée par le Holy Heart Chamber Choir de Terre-Neuve. Et j'avoue que j'ai été profondément ému par cette performance. Les musiciens étaient tout autour de nous et les sons étaient fabuleux. Il s'agissait d'une sorte de composition de paysage sonore qui se termine par les 5 mots « Carry the song on, evolve » poursuivre la chanson, évoluer. J'ai également entendu des présentations intéressantes sur l'intersection des collaborations musicales autochtones et non autochtones, sur l'abandon de la notion coloniale de chœur au profit du chant collectif et du chant de groupe, sur la façon dont les chœurs sont souvent un microcosme de la diversité de notre société avec toutes ses complexités. Aussi sur la façon dont le canon de la musique chorale est remis en question et repensé, et sur la façon dont l'écoute elle-même évolue. Cependant, ce que je n'entendais pas à ce congrès, et pour être bien honnête, je ne l'entends pas beaucoup ailleurs dans le secteur artistique au Canada, c'est la reconnaissance et le sentiment d'urgence que nous sommes dans une situation de crise existentielle en matière de climat et de nature. Et ceci est très troublant. Par exemple, au moment de la table ronde le 19 mai, j'ai rappelé au groupe que des incendies de forêt ravagent dans l'Ouest canadien et que certains de nos co-citoyens migrent vers des terres plus sûres et que malheureusement ce phénomène s'amplifie. Mais qui mieux que les artistes, les chanteurs, chanteuses, les compositeurs, compositrices et les éducateurs, éducatrices pour aider la société à faire face à ces complexités. Par exemple, le professeur Adam Kahn de l'Université Victoria
a mentionné lors d'un panel sur l'éducation que la musique chorale est bien adaptée aux défis auxquels nous sommes confrontés. Parce que le chant collectif, la musique de chorale, est une forme d'art participatif, engageant la communauté, coopérative, inclusive et accessible. Je suis d'accord et je pense que nous aurons besoin de plus en plus de cette forme d'art collective et communautaire au fur et à mesure que notre avenir se dessine. Donc, écoutons les panélistes. Premièrement, vous allez entendre Megan Chartrand, soprano et directrice exécutive de Inspire, un chœur fondé avec une mission de justice sociale. Elle discutera de l'importance de forger des partenariats en dehors de la communauté musicale, afin de raffiner l'impact des efforts artistiques face à des questions sociétales telles que le changement climatique. Elle sera suivie de Sara Fioravanti, qui discutera de certains des outils et des ressources dont disposent les artistes pour s'engager davantage dans l'action climatique et la gestion de l'environnement. Après ces deux présentations, le public a posé des questions. La première question portait sur la prédominance des femmes dans la défense du changement climatique. Megan Chartrand a répondu. Vous pourrez aussi lire dans les notes d'épisode une question en anglais de la part du compositeur de musique chorale Donald Patrocon. Et aussi une question sur la programmation et la réaction du public à des musiques socialement engagées. Elise Nakarato et Diantha Edmonds ont répondu. Finalement, en français, Sarah Fioravanti a ajouté un commentaire sur les outils Creative Green. Pour en savoir plus sur les panélistes, les biographies ont des liens dans les notes d'épisode. Et je vous rappelle que la qualité sonore de l'enregistrement n'est pas optimale en raison de la grande salle et de sa réverbération. Alors, portez attention. Merci. Merci beaucoup. Je sais que mon bio se trouve ailleurs, mais je vais quand même prendre 2 secondes pour me présenter. Je viens de l'Alberta et j'ai fait mes études là-bas. Est-ce qu'il y a d'autres Albertaines ici, j'espère? Non? OK. Puis j'ai vraiment tombé en amour avec le chant choral. J'ai fait mes études en chant. Je ne suis pas chef de chœur. Puis j'ai déménagé aux États-Unis pour faire ma maîtrise. Puis par après, j'ai travaillé à New York en tant que cantatrice professionnelle. Puis là, j'ai commencé un chœur avec une mission sociale. Puis j'avais commencé avec plein d'autres personnes. C'était vraiment un travail d'équipe. Et je pense que c'est à ce sujet qu'on m'a demandé de venir vous parler aujourd'hui. Mais juste avant de rentrer là-dedans, je veux reconnaître que c'est vraiment un sujet difficile qu'on confronte aujourd'hui. C'est pas évident de savoir comment la confrontation de la crise climatique a un problème tellement énorme. Puis le chant choral, comment ça peut même se parler, comment on peut même imaginer que ces deux choses puissent s'entraider. Puis je veux juste reconnaître
qu'on a un défi que c'est overwhelming, peut-être, de même penser à s'aborder à ce sujet. Puis je veux aussi remercier les autres panélistes qui sont ici. Je pense qu'on approche cette question suicide tous de très différentes perspectives. Puis j'espère qu'en écoutant nos histoires, il y aura peut-être un petit peu de quelque chose qu'on vous offre chacun qui vous serait utile, qui vous fera penser après. Alors, Inspire, ça c'est le nom du choral qu'on a commencé en 2017 maintenant, ça fait déjà assez longtemps. Puis, ça a été né dans un esprit de vouloir confronter des problèmes sociaux qu'on voyait dans le monde avec les outils qu'on avait comme musiciens, musiciennes. On a quelque chose de très puissant en tant que chanteur et choriste, comme l'a mentionné Claude. Ça peut nous permettre de discuter, de confronter des sujets qui sont difficiles, qui sont aussi sur lesquels tout le monde n'est pas d'accord, et de le faire d'une façon approchable, sécuritaire, et aussi présenter un défi à ceux qui nous écoutent. Alors, c'est pour ça qu'on a commencé Inspire. Il y avait vraiment un désir chez nos collègues à New York de faire quelque chose de même. Puis notre solution à nous, c'était qu'on n'était pas des experts. On n'est pas des experts sur ces sujets difficiles. On a confronté plein de différents issues sociales, dont la crise climatique en était seulement une. Mais on voulait aider, mais on ne savait pas toujours comment le faire. Puis je pense que c'est acceptable d'admettre cela en tant que musicienne. On n'a pas toutes les réponses. Puis on s'est dit, bon, qui en a plus de réponses? Bon, c'est les experts. C'est les gens qui ont des organismes, qui font ça tous les jours, qui, au quotidien, confrontent ces problèmes. Donc, on a approché un organisme qui s'appelle 350 NYC. Ça fait partie d'une plus grande organisation mondiale, 350, qui, eux, est un organisme qui savait quoi faire. Genre, après notre première collaboration avec eux, ils ont réussi à faire, oh non, je ne sais pas comment dire ça en français, divest New York. Alors, ils ont pu enlever tout l'argent. They managed to divest New York City from fossil fuels. Puis, donc, nos concepts étaient de créer de manière collaborative. On parlait avec ses partenaires durant le processus de planification. Ils contribuaient à l'histoire qu'on racontait durant le concert, à choisir le répertoire, à inviter le monde à venir nous écouter. C'est beaucoup de travail, j'avoue, mais ça vaut la peine. Puis, tous nos concerts étaient aussi suivis d'une réception éducative pour qu'un aspect conversationnel, d'apprentissage pour tout le monde dans la salle prendra place au concert, aux événements aussi. Cet partenariat avec 350, on a commencé notre conversation avec eux, puis la première chose qu'il fallait leur expliquer, c'était que c'était pas un concert de levée de fonds. It wasn't a benefit concert. C'est plutôt les célébrités, les gens célèbres qui puissent gagner beaucoup d'argent en faisant des concerts. C'était pas ça qu'on était là pour faire, c'était vraiment pour commencer une conversation, pour engager le monde et avoir un aspect éducatif et de construire une communauté qui se connaît mieux. Puis, honnêtement, c'était de tous les partenaires avec lesquels on a travaillé, ces gens-là étaient les plus engagés, les plus intéressés. On a eu plein de monde de la communauté environnementale qui sont venus nous appuyer, qui étaient curieux de ce qu'on faisait.
genre, par après, on avait, pour la réception éducative, après, on avait des affiches partout dans la salle qui amenaient aux protestations. Il y avait des gens là pour expliquer ce qu'ils faisaient. La chorale, pendant le processus de répétition a été enseignée par des gens de 350 pour nous expliquer ce qu'ils faisaient pour qu'on pouvait par après expliquer aux gens qui sont venus au concert. Un des aspects le plus spéciaux, je trouve, de ce qui est arrivé à cet événement, c'est que on a découvert que la fondatrice de 350 NYC était elle-même une chanteuse, un singer-songwriter, une écrivaine chanteur, qui a travaillé avec ce groupe pendant 15 ans, puis personne ne le savait. Elle n'avait jamais chanté avec eux, puis on s'est dit, bon, c'est une chanson que tu aimes chanter? Elle a dit, ah oui, j'en ai une. La chanson s'appelait Touch the Water, touchons à l'eau. Puis on a trouvé quelqu'un pour arranger cette chanson, pour avoir la chorale pouvait chanter avec elle. Puis elle a monté sur scène, puis elle a chanté avec nous. C'était un moment tellement spécial à partager avec sa communauté, mais aussi avec la nôtre. Je vais passer aussi à partager pour cette collaboration en particulier. Il y avait des résultats un peu inattendus que je pense s'adressent un peu à ce sujet. On se demande, c'est quoi le pouvoir qu'a la musique? Bon, en chantant, on ne va pas réduire les gaz nuisifs qui sont dans l'atmosphère. Il n'y a pas un résultat direct qui se passe entre les deux. Mais après ce concert-là, on a eu plusieurs personnes puis de l'organisme qui ont venu nous parler, puis on dit, ça nous a donné de l'énergie. Genre, ils travaillent à tous les jours, c'est quelque chose qui est un peu thankless. Travailler pour combattre la crise climatique. Ça peut être désespérant et c'est difficile. Puis les gens qui le font à tous les jours, il faut les apprécier. Puis ils nous ont dit, on s'est senti apprécié. On s'est senti renouvelé, puis on a maintenant de l'énergie pour continuer ce travail difficile. Puis personne n'a jamais fait ça, quelque chose de même pour nous avant. J'ai pas tant de temps pour continuer, mais je veux juste aussi mentionner que c'était pas la seule projet qu'on a fait avec eux, que c'est très important quand on fait des relations de même, de renouveler. Le deuxième concert qu'on a fait avec eux a été des collaborations avec des jeunes qui ont écrit des poèmes, qui ont pu we set them to music, des compositeurs. Puis, oui, c'est des mémoires très spéciales. Puis, c'est ça, oui. Oui, bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment un grand plaisir aujourd'hui de pouvoir discuter d'un sujet qui me tient à cœur depuis l'enfance, particulièrement la responsabilité qu'on a envers notre environnement. Avant de travailler pour le Center for Sustainable Practice in the Arts, j'ai pu travailler comme scientifique de terrain et collecter des échantillons d'air et d'eau de sol pour mesurer la concentration de contaminants, notamment pour des industries pétrolières qui cherchaient à décontaminer les sols suite à des décennies d'activité.
Donc, quand j'ai transitionné vers la durabilité dans le domaine des arts et de la culture, on m'a questionné sur la pertinence de cette transition, passer du domaine pétrolier aux arts, parce que les arts sont moins polluants. Et je vous promets, la pertinence existe et j'espère vraiment vous la partager aujourd'hui. Sarah, je te recommande de parler un peu moins vite, hein. Piano, ça marche. Donc aujourd'hui, j'ai l'occasion de collaborer avec des organismes dans le domaine des arts et de la culture qui cherchent à comprendre et mesurer l'impact environnemental de leurs activités. Ce que nous, on fait dans ce contexte-ci à travers la création d'empreintes de carbone. Donc notre plateforme, les outils Creative Green, sont un ensemble gratuit de calculateurs de carbone qui permettent aux industries, spécialement dans l'art et la culture, de comprendre leur impact. Et avec ces données, on peut faire des choix qui sont réfléchis et efficaces. L'intérêt aussi de discuter de l'empreinte environnementale aujourd'hui, très présent, mais je pense que c'est important aussi de le définir pour qu'on comprenne tout ce que c'est l'empreinte carbone. Donc, quand on parle de ça, on parle de l'ensemble des gaz à effet de serre qui sont émis suite à nos activités. Donc, on a plusieurs types de gaz à effet de serre, que ce soit le CO2, le méthane, la vapeur d'eau. Et ce qu'ils ont en commun, c'est l'effet de serre, donc de retenir la chaleur une fois qu'ils sont dans l'atmosphère. Chacun a une force différente. Donc, quand on parle d'empreinte de carbone, en fait, on convertit tous ces gaz en une unité commune de CO2 pour simplifier, en fait, les comparaisons. Donc, maintenant qu'on a bien défini l'empreinte de carbone, je pense que c'est important de clarifier pourquoi rajouter ce poids sur les artistes. C'est pas un but punitif du tout, bien au contraire, c'est surtout pour mettre en puissance. Parce que si on attend que les industries, les top émetteurs de GES au Canada soient les seuls à agir, on peut attendre bien longtemps, puis se sentir impuissant en attendant. C'est vraiment collectivement qu'on a l'impact le plus puissant. Et vous, les chorales, vous en êtes la métaphore la plus belle. C'est l'ensemble du chant individuel qui crée le côté grandiose de la chorale. Si chacun des choristes choisit de ne pas chanter lors d'un spectacle parce que de toute façon, son sang est noyé dans la chorale, ça va être un concert très silencieux. Et je vous conseille d'être dévoué 100% à une vie durable. Depuis la Seconde Guerre mondiale, on a choisi collectivement de vivre dans un monde d'illusion totale où les ressources matérielles sont infinies. Donc, pourquoi laver la vaisselle quand on peut manger dans une assiette en plastique et la jeter? Parce que de toute façon, il y a un camion magique qui vient toutes les semaines chercher nos poubelles et les faire disparaître. Pourquoi pas acheter 20 tenues de spectacle au prix d'une lorsqu'elles sont faites à l'autre bout du monde dans des conditions misérables et polluantes. Donc, je vous invite à être conscient de chacune des actions qu'on prend. Ça va éviter l'idée alarmiste qu'on a de notre futur. Et puis, en parlant de chacune des actions qu'on fait, on peut commencer par nos déplacements. Quand on pense au choral, aux concerts, aux répétitions fréquentes, on peut se concentrer là-dessus. C'est une source d'émissions importante. Donc, on peut faire la promotion du covoiturage, du transport en commun. Le chœur polyphonique de Montréal est un bel exemple de choristes qui se déplacent en transport en commun pour aller aux répétitions, surtout avec les salles de spectacle accessibles en milieu urbain aussi facilement, où des fois c'est dur de se garer, surtout à Montréal. On peut, non seulement en faisant du covoiturage et promouvoir les transports en commun, c'est aussi une façon de faire la promotion des échanges humains et de réduire la pollution de l'air qu'on respire. Je pense que c'est important de définir, de ne pas juger la bonté d'une action par son émission de carbone, mais plutôt par son impact global, donc social, environnemental et économique aussi. Si on regarde aussi nos pratiques de gestion des déchets, ça va être important de faire des actions comme utiliser des bouteilles réutilisables, de promouvoir les programmes numériques pour les concerts et aussi de regarder en fait
le type de pratique qu'on a et son efficacité. Donc, par exemple, vaut toujours mieux réutiliser des bouteilles, réutiliser des plats à emporter parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que notre système de recyclage est plus un business qu'une pratique nationale standardisée en durabilité. Soyons-en conscients. Le Chœur classique de Montréal, qui a eu un concert pas plus tard qu'hier soir, envoie des programmes numériques suite à l'achat des billets. Ils projettent aussi les paroles sur les murs lors des spectacles au lieu d'imprimer les paroles et de les distribuer. Je pense aussi au chef d'orchestre Louis Lavigueur qui fait la promotion des programmes numériques et j'en passe. C'est important de penser aussi à l'aspect culturel de votre pratique. Parce qu'en tant qu'artiste, vous avez le pouvoir de sensibiliser le public aux enjeux environnementaux. On sait que l'art manipule les médias et provoque des débats, donc on en profite. Intégrer, comme on l'a mentionné, des thèmes de durabilité, des thèmes de préservation de l'environnement, on peut faire parler et réfléchir les gens. Cela dit, quand on pense aux chorales, on ne les associe pas aux plus grandes empreintes de carbone. Et cette empreinte peut par contre grandir quand il en vient en tournée. Donc si on veut créer une tournée durable, on va penser à favoriser les ressources locales. C'est-à-dire si vous vous déplacez, vous pouvez collaborer avec les communautés pour sourcer tout ce qui est équipement et talents techniques pour n'avoir qu'à déplacer les choristes, les chefs d'orchestre. Et ça peut créer aussi une collaboration nationale d'entraide entre choristes qui peut être intéressante à explorer. Évidemment, si on pense aux tournées, on pense à s'associer à des salles qui sont certifiées éco-responsables, donc qui ont déjà des pratiques durables. Pareil pour l'hébergement dans des hôtels. On a des hôtels qui ont des certifications éco-responsables avec qui on devrait collaborer. Puis, soyons fous aussi, en parlant de collaboration nationale, d'entraide entre choristes, pourquoi pas héberger chez l'habitant, avoir des choristes qui s'hébergent l'un chez l'autre, si on développe un réseau, non seulement ça réduit l'empreinte de carbone, mais ce qui est beau, c'est le développement de la connexion humaine. Aujourd'hui, c'est presque fou de penser à des connexions à l'extérieur d'un écran. Et puis, si on pense au choral, l'impact principal environnemental, ça va être le déplacement du public. Donc, on veut communiquer au public l'importance de venir au concert à l'aide du transport actif, avec les transports en commun également. Donc, on peut développer des initiatives telles que des réductions du prix du billet pour les gens qui viennent en transport en commun. On peut aussi travailler avec les salles, les promoteurs, les agents de billetterie pour combiner dans le prix du billet un ticket aller-retour en transport en commun, pourquoi pas. Nous, ce qu'on fait avec les outils Creative Green, c'est qu'on aide les gens à comprendre comment collecter ces données et comment les analyser pour pouvoir développer des initiatives qui sont efficaces et pertinentes pour votre contexte à vous. En parlant de pertinence, si on analyse en fait qu'alimenter une salle de spectacle en Alberta génère 500 fois plus de GES qu'alimenter cette même salle au Québec. On voit l'importance en fait de regarder son contexte géographique et les sources d'énergie qui sont liées à ce contexte géographique. Donc ça veut dire pour une chorale de l'Alberta, peut-être prioriser le choix des salles, une salle qui est alimentée par les énergies renouvelables, et pour une chorale québécoise, ça ressemblerait plus à choisir des initiatives pour promouvoir le transport du public de façon alternative. Pour conclure, j'aimerais mettre l'emphase sur le fait que l'empreinte de carbone, en l'utilisant comme facteur de durabilité, c'est une façon très moderne et restreinte qui contient ses limitations. Si on regarde les peuples autochtones,
eux ont un savoir traditionnel qui englobe des concepts approfondis de cycles naturels, d'écosystèmes locaux, de pratiques durables propres à leur environnement. Ce qui serait merveilleux pour le futur, ce serait d'intégrer ce savoir traditionnel dans nos initiatives de réduction de l'empreinte de carbone pour pouvoir avoir une approche plus holistique qui comprend pas seulement les enjeux environnementaux, mais aussi la dimension culturelle, sociale et spirituelle qui est très importante. Aujourd'hui, avec les solutions de l'intelligence artificielle qui sont grandissantes, on voit le besoin d'exploiter ce qui nous rend plus forts qu'elles. Et ça, c'est la conscience. La conscience de comprendre l'impact de chacune de nos actions, combinée aux outils qu'on a pour quantifier cet impact et le réduire. Donc, je nous souhaite tous d'être conscients et créatifs. Merci. Juste tout rapidement, je vais dire qu'on est chanceuse, que c'est les femmes qui s'en occupent. Puis, j'ai pas eu la chance, mais je vais juste prendre 2 secondes. Je vais vous montrer une photo de Lina, qui était aussi une femme et directrice de 350 NYC. Puis, une des douzaine de femmes avec lesquelles on a travaillé avec eux, c'est vrai, c'était vraiment beaucoup de femmes qui étaient là et que son leadership était quelque chose de très puissant et on ne va pas lâcher les femmes. They're a little bit stubborn and but also optimistic. So. Oui, j'aimerais rajouter 2 petits aspects. Le premier, avec les outils Creative Green, on fait un effort de consultation qu'on trouve essentiel, particulièrement avec les communautés autochtones, pour s'assurer que dans la collecte de données, on ne mette pas de côté toutes les communautés en milieu éloigné et rural, parce qu'on parle souvent de transport en commun, mais des fois, quand on se retrouve dans un milieu rural, ce n'est pas une option. Donc, d'aborder ces différences-là, c'est important pour qu'on se sente tous connectés à la cause. Et puis, le deuxième aspect, en fait, qui est beau, c'est qu'on est tous affectés à des degrés différents par l'impact de notre environnement. Donc, des fois, cette connexion qu'on a tous nous permet de ne pas avoir toujours à mentionner les différences entre certains groupes et certaines communautés, ce que je trouve rafraîchissant aussi de pouvoir avoir un sujet, la santé de l'environnement, la santé publique, d'avoir ce sujet qu'on peut partager à travers communauté. On n'a plus besoin en fait de montrer cette division entre une communauté et l'autre. Donc de balancer, comme ça a été dit, ce qui est essentiel pour l'inclusion, avec le fait qu'on est tous, peu importe la communauté affectée par cette cause, je pense que c'est l'occasion parfaite de nous rassembler.